Sandra, notre invité, il y a eu 27 000 participants à ces formations jusqu'à maintenant. Il y a 27 ans d'expérience et plus de 1000 pages de témoignages de résultats. Fait qu'il doit être Écoute, bon, hein? il est pas mal bon. Ben, je sais c'est qui, moi, par exemple, parce que c'est Alexandre Nadeau. Salut, Alex! Salut. Vous vous connaissez et puis c'est drôle parce que il y a pas d'hasard hein, dans la vie. Il y a quelques jours, tu nous incitais à mieux choisir notre coach, bien choisir en fait notre coach pour nous Oui, accompagner oui. parce qu'il y en a une panoplie. Et tu avais cité Alexandre Nadeau. Donc, je pense que vous vous êtes croisés là il y a bien longtemps. Ben, le voilà à Radio Unicité pour la première fois. Ça nous fait plaisir de t'accueillir, Alexandre. Merci de l'invitation. On dit que tu changes des vies. Est-ce que ça faisait partie de ta mission avant de te lancer dans la croissance personnelle? Est-ce que tu t'es dit, toi, ben, le monde s'en va dans une direction que j'aime pas, fait que je vais essayer de les aider? Ben, en fait, j'étais vraiment jeune quand j'ai commencé. Si on recule avant, oui, j'ai toujours voulu aider les gens, mais c'était pas une mission, tu sais, j'avais pas une grande vision ou un élan là, de hockey. Tu sais, je veux changer le monde, tu sais, c'était pas vraiment ça. En fait, quand j'ai commencé le développement personnel, c'était pour moi. Je souffrais tellement que, en gros, là, si je résume, mon dilemme, c'était si c'est ça la vie, je suis pas intéressé, j'aime mieux mourir. Mais je suis trop heureux pour m'enlever la vie. Fait que j'ai cherché d'autres solutions qui a été finalement le développement personnel. Fait que j'ai suivi ma première formation en programmation neurolinguistique à 19 ans. Ah Puis j'ai oui, lu mon si premier jeune. livre à 15 ans, je pense, de développement personnel. J'avais 15 ans quand j'ai lu le premier livre. Euh, Wow. Fait que c'est un petit peu ça. C'est quand j'ai vu un de mes enseignants, Richard Bandler, co-créateur de la PNL. Là, je voyais dans les pauses, je jasais avec les gens, puis ou quand il faisait des démonstrations sur scène, puis là, je voyais les gens qui changeaient vraiment, ce qui n'était pas le cas dans la plupart des formations que je suivais. Mais quand j'ai vu lui, j'ai dit, wow, quelqu'un peut avoir vraiment autant d'impact. Puis c'est là que j'ai commencé à différencier un motivateur d'un formateur. Parce que le motivateur inspire, l'inspiration, ça a un effet temporaire. C'est bien parce que c'est comme le début, c'est comme la première étape du développement personnel, c'est que je me rends compte que je peux changer. Fait que cette étape-là est importante parce que tant que je ne le sais pas, je ne le sais pas. Après que cette étape-là est faite, souvent les gens continuent à juste aller vers la motivation puis les connaissances intellectuelles, mais c'est pas ça qui transforme. À un moment donné, il faut transitionner vers des processus efficaces, des compétences, etc. Fait que moi, c'est là-dessus que je me suis concentré. Quand j'ai vu Richard Bandler, j'ai dit, lui, il a vraiment de l'impact. C'est évident, autant sur moi que sur les autres gens dans la formation. Puis dans les mois qui suivaient, je pouvais encore remarquer les effets de la formation. Là, je l'ai étudié pendant une décennie comme vraiment, de manière semi-obsessive, là, parce que je voyais que lui, il avait un impact réel. Oui, c'est ça. En fait, toi, tu as mis toute ton attention pendant des années à te bâtir une genre de façon de faire les Une choses méthode. grâce à une Mhm. méthode. Mhm. Mais moi, ce que je me rappelle pour avoir été là dans les premières démonstrations publiques que tu faisais, c'était les exercices qui étaient pertinents. Les gens sortaient de la salle. Des fois, je me demandais s'ils marchaient à terre. Là, tu sais, c'est comme vraiment très efficace. Alors, je me dis que ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Ça doit être quelque chose d'aller voir ce que tu fais, d'aller sentir et comprendre tout ce que tu as à enseigner et à faire découvrir aux gens. Ça doit être merveilleux. Ben, ça fait 15-17 ans, je pense qu'on s'est croisés. Il Oui, y a oui. eu énormément. Moi, j'ai continué mes recherches. Je m'utilise comme cobaye régulièrement parce que des fois, ça tourne mal. Fait que je veux pas imposer à quelqu'un d'autre quand ça tourne mal. Moi, je suis capable de me gérer. Fait que mon but, c'est de créer des techniques. Fait que je fais de la recherche. Je pousse les limites des fois pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour amener des transformations chez l'être humain. Puis là, ben, c'est ça. Ça fait 27 ans que je fais ça de manière intensive. Fait que c'est sûr que j'ai développé des nouvelles techniques que je connaissais, que j'avais pas à l'époque, puis j'ai appris des nouvelles choses. Puis il y a tout le temps plus de recherches au niveau du cerveau, du système nerveux, de la conscience qui sont publiées puis qui permettent, des fois, j'apprends un nouvel angle du fonctionnement humain qui me permet de créer une nouvelle technique que j'aurais pas pu créer avant de lire ces études-là.
Donc, c'est un petit peu ça. C'est comme si je prends, parce que c'est le fun que les scientifiques découvrent de manière encore plus précise le fonctionnement humain, mais les scientifiques, souvent, ils ne cherchent pas à créer des techniques, ils font juste dire « voici ce que j'ai découvert ». Quand on fait ça, ça fait plus de dopamine dans le cerveau, puis quand on fait ça, ça fait un sevrage de tel truc, puis quand on fait ça, ça change les perceptions. OK? Ben, mais après, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis la question, il y a souvent pas de réponse. Fait que moi, ma préférence, c'était de vivre des transformations réelles. Fait que je me suis concentré à prendre toutes ces découvertes-là, puis les transformer en technique ou en outils ou en processus. C'est vraiment ça ma spécialité, c'est que je crée des processus qui ont un taux de réussite relativement élevé. C'est ça, fait que tu as dépassé, toi, en fait, je ne sais pas si tu inclus ça dans le PNL, mais pour moi, tu as dépassé ça avec les innombrables recherches que tu as fait, où est-ce que même à un moment donné, les illuminations, puis tu sais, j'aimerais ça que tu nous décrives un peu ces processus-là que tu as découverts, juste pour que nos auditeurs comprennent l'ampleur de la palette que tu peux avoir à offrir ou traverser. Grosse Si ça se question. dit, hein? Tu sais, je veux pas savoir si tu parles au petit bonhomme vert dans le ciel. Là. Non, mais pas encore. Mais oui, c'est sûr, habituellement, j'aime mieux démontrer parce que là, on comprend plus. Mais en gros, si je résume vraiment, parce que là, j'ai une formation pour laquelle j'ai écrit 1300 pages de notes de cours. Fait que, tu sais, essayer de résumer ça en 45 minutes, ça, c'est une formation. Parce que je suis très... tu sais, je vais dans les détails je veux savoir comment ça marche, puis je veux que les gens soient capables de le faire quand je suis pas là. Fait que c'est très, très... tu sais, je décris tous les angles de l'expérience humaine, mais en gros, ce que j'ai réalisé, incluant avec la PNL, c'est que chaque approche, chaque modèle, chaque méthode, habituellement se concentre sur un aspect de l'être humain, qui est souvent les pensées ou les émotions en développement personnel. Dans d'autres approches, exemple en spiritualité, des fois, ou en métaphysique, ils vont se concentrer sur l'énergie, les états de conscience, mais en développement personnel, puis peut-être même, je dirais, à la limite en psychologie traditionnelle, c'est beaucoup l'esprit et les émotions qui sont le focus. Et c'est bien parce que c'est mieux que faire aucun développement personnel. En même temps, c'est très limité parce que ce qui se passe, c'est si j'utilise une approche qui travaille les émotions et que finalement, ma problématique vient d'une croyance consciente ou inconsciente. Je peux travailler mes émotions pendant 5 ans, 10 ans à coût de 100, 200 $ la session. Puis le changement ne se fait pas parce que c'est une croyance. Fait que faut changer la croyance parce que c'est ça qui est la source pour cette personne-là. Ce qui fait qu'à travers tout ce temps-là de recherche, j'ai développé je vais appeler ça un système qui travaille 10 aspects de l'être humain en même temps, ou en tout cas en parallèle, parce que j'ai trouvé que c'était les 10 plus importants. J'aurais pu en choisir 8, j'aurais pu en choisir 15. Puis là, je vais résumer, là, je ne vais pas dire les 10, mais juste pour donner une idée. Le système, évidemment, inclut l'esprit, le cœur et le corps, ou psychologique, émotionnel, physique. Inclut aussi les systèmes énergétiques, parce que même si on ne les voit pas, la science commence à les mesurer, puis évidemment, les gens qui ont vraiment exploré ça ont eu des résultats. Donc, il se passe quelque chose. On ne sait juste pas quoi. Puis il y a aussi il y en a qui pourraient dire que c'est encore l'esprit, mais dans l'esprit ou dans le psychologique, il y a plusieurs éléments, puis il y en a qui sont très importants. Il y a les croyances, je l'ai nommé, mais il y a aussi le système de valeurs qui a souvent été construit inconsciemment. Ça veut dire où est-ce que j'investis le plus de temps, d'énergie et d'argent en priorité. Puis souvent, les gens n'ont pas choisi ça. C'est des automatismes. Fait que leur système de valeurs, il est inconscient. Puis la manière que je trouve la plus extraordinaire de le remarquer dans nos vies, c'est qu'on écoute sur soi-même, les gens, des fois, ont un petit peu de misère, mais quand on observe les autres, on écoute, on demande qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans ta vie, ton top 5. On écoute les gens parler. Puis là, ils nomment leurs 5 trucs les plus importants. Ils vont dire la famille, l'amour, telle affaire. Mais finalement, si on observe dans une journée ou dans une semaine le nombre d'heures, de temps, d'énergie et d'argent qui est investi, ça ne sera pas dans leur top 3 ou leur top 5, ça va être dans d'autres choses. Puis ça, c'est ce que j'appelle les vraies valeurs ou les vrais moteurs de la personne. Ben ça, il y a presque personne qui en parle en développement personnel. Pourtant, ça détermine presque toute la vie de la personne. Fait que c'est le genre de truc que si je travaille jamais les conflits de valeurs, parce que des fois, les gens ont une valeur consciente qui disent c'est ça qui est important pour moi, puis ont une valeur moins consciente qui pousse dans une autre direction, ça fait un conflit.
Là, ils alternent, ils font un aller-retour entre deux sujets sans jamais avancer parce qu'un aller-retour, ça n'avance pas vraiment. C'est des éléments importants de l'expérience humaine, l'état de conscience. Dès qu'on change d'état de conscience, ça change nos émotions, nos perceptions et notre interprétation de la réalité. C'est hyper important. C'est pour ça qu'il y a une résurgence de toute l'utilisation des substances psychotropes, là, et des documentaires sur Netflix sur le sujet. Moi, c'est pas ça mon utilisation parce que je veux être capable de changer mon système nerveux puis mon être par moi-même sans utiliser d'outils extérieurs. Fait que je veux être complètement autonome dans mon évolution. Mais c'est pourquoi il y a autant de gens qui vont vers ça? Parce qu'ils peuvent, un outil comme celui-là peut changer l'état de conscience rapidement. Puis quand l'état de conscience change, ça change toutes les perceptions des fois de leurs problèmes, de leurs traumatismes, de leurs relations, etc., etc. Puis quand la perception est différente, même si la personne, après, elle revient à son état de conscience habituel, il y a des changements qui vont perdurer à travers son être ou son système nerveux parce que sa réalité a été perçue d'une manière différente, qui n'existait pas pour elle avant. Fait que ça peut amener un changement, des fois subtil, des fois drastique chez les personnel. humains. La perception, c'est personnel. Exact. C'est vraiment, chaque personne a une perception de quelque chose. Comme présentement, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais on a l'impression que le temps va plus vite qu'avant, qu'on a de moins en moins de temps pour faire les mêmes choses qu'on faisait avant. Donc, c'est pour ça que je pense que lorsque on est bien guidé à travers tout ce qu'on a à faire et les challenges qu'on a tous les jours pour bien continuer à vivre, je pense que ça peut nous aider à ce que ça finisse à un moment donné, comme tu dis, qu'on ne soit pas en train de se chercher pendant jusqu'à la dernière remarque. On apprend tous les jours jusqu'à temps qu'on meurt, mais mettons, tu sais, qu'on voudrait avoir un petit lousse de temps en temps, tu sais. Ben, je dirais on peut appeler ça des phases en développement personnel. Souvent, la première phase, bon, moi c'était ça, mais il y a beaucoup de gens aussi dans mes salles que c'est ça. Ils vivent une problématique ou une souffrance qu'ils ne réussissent pas à résoudre par eux-mêmes. Donc, ils cherchent des solutions pour se libérer de cette souffrance-là. Puis quand je dis souffrance, ça peut être juste pas avoir assez de finances pour réaliser tel rêve. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être des traumatismes. Ça, c'est plus des limites. Ou des peurs. Il y en a mais qui ça ont les peur. fait souffrir quand même. Mais oui, c'est ça. Ça peut être des peurs. La personne qui doute beaucoup d'elle-même, même si elle sait comment faire pour atteindre son rêve, ne fera pas les actions parce qu'elle doute d'elle-même. Elle va se remettre en question. Puis là, pendant ce temps-là, elle n'est pas en train d'agir. Là, je vais le faire demain. Là, finalement, ça fait 5 ans qu'elle dit je vais le faire demain. Tu sais, ben là, il vient de s'écouler 5 ans. Fait que c'est pas toujours qu'on manque de temps ou que le temps va plus vite. C'est qu'est-ce qui se passe en dedans de nous qui consomme beaucoup de temps ou beaucoup de la journée qui n'a pas été productif, en fait. C'est comme regarder des images de chats. Là, bon. Ah oui. Oui, Internet sait comment nous occuper. Moi, je trouve, Alexandre, que l'être humain est vraiment complexe et tout le monde est différent. Donc, c'est comme infini de spotter le problème, en fait, qui empêche les gens d'évoluer. En plus de Sandra, il y a Marisol Michaud, notre chroniqueuse à Radio Unicité, qui m'a parlé beaucoup de toi. Elle est fascinée par l'être humain. Moi, j'ai de la misère avec l'être humain. Je trouve qu'il se met souvent les pieds d'un plat. Il tourne en rond. Il y a trop de peur, justement. Il y a trop Moi, j'aime ça dépasser tout ça. Toi, c'est quoi ta vision de l'être humain? Tu dois en être passionné parce que tu fais ça comme travail. Tu essaies de changer des vies et tu en changes des vies parce que tu as beaucoup de bons résultats. Mais qu'est-ce qui t'attire chez l'être humain? Parce que moi, je n'ai pas de patience. La patience, j'en avais pas de la patience, ça s'est développé avec mon métier parce qu'à un moment donné, à force de comprendre les sources ou ce qui habitait les gens qui les faisaient agir comme ils agissaient, j'ai fini par développer plus d'empathie que j'avais pas vraiment au début. C'est ça qui a développé ma patience. C'est quand j'ai réalisé, OK, cette personne-là agit comme ça parce qu'elle a tel conflit de valeurs ou telle croyance ou tel traumatisme. Puis il s'active dans telle situation. Ben, finalement, c'est rien de personnel. Même cette personne-là ne veut pas réagir comme ça, même si c'est bon. Elle ne veut pas non plus que tel traumatisme s'active à tel moment. C'est pas un choix personnel, volontaire, qui la rend heureuse ou qui est un choix volontaire ou qui fait plaisir. Fait que ça a développé ma patience aussi, puis mon empathie, ma compassion.
parce que là, je saisis ces détails-là que je saisissais pas à l'âge de 19 ans, puis je disais juste, OK, je fais de la PNL, montre-moi ton truc magique pour changer une phobie en 5 minutes, puis c'était ça mon attitude au début. C'était l'attitude de Tony Robbins, Tony Robbins, Richard Bandler, là, je suis parti avec ça au début. Mais éventuellement, oui, l'humain est plus complexe que ça. Puis une des choses qui m'obligeait à sortir du cadre de la PNL, c'est que ça dépend des types de PNL, parce que maintenant, il y en a plein de types, mais la PNL plus traditionnelle, je trouvais qu'elle réussissait pas à libérer les traumatismes de manière entière ou en tout cas de manière durable. Puis comme j'en avais, puis j'avais plein de gens autour de moi qui en avaient, en fait, la plupart des gens non, j'étais limité dans mes interventions parce que dès que c'était un traumatisme qui générait les problématiques, je pouvais pas vraiment aider la personne. Je faisais les trucs de PNL, mais ça allait pas. C'est comme si le corps avait encore le souvenir du traumatisme, mais que la tête a dit, OK, c'est réglé, mais ouais, même si ma tête pense que c'est réglé, dès que le problème se reproduit, j'ai la preuve qu'il n'est pas réglé. Tu sais. Parce que les patterns reviennent. Exact. Oui, les automatismes de protection. On se protège de quelque chose. On veut avancer, mais des fois, on met un break sans le vouloir. Là. Ouais, moi, je dis toujours aux gens que la réalité ment jamais. Fait que même si la personne a dit haut et fort que le problème est réglé, si elle revit de manière cyclique les mêmes situations ou se retrouve en relation avec tel genre de personne qui ne convient pas, etc., ben, même si elle dit que c'est réglé, la réalité démontre le contraire. Fait que pour moi, la réalité ment jamais. Puis il y a beaucoup de gens qui se concentrent pas assez sur les faits et trop sur des idées imaginaires, des théories, des croyances, des interprétations. Ouais. Il y en a beaucoup. Est-ce que tu penses, toi, qu'on devrait commencer ce travail-là avec des enfants plus jeunes, avec des gens qui sont... Tu sais, que là, on parle d'adultes, mais les enfants, est-ce que tu penses qu'on devrait tout de suite commencer à les aider à ne pas avoir, justement, à prendre conscience des traumatismes qu'ils peuvent vivre dans toutes sortes de situations? Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Ben oui, 100%. Avec mes enfants, le plus possible, dans mes capacités, je les aide. Je les aide à être conscients de comment ils fonctionnent, ce qu'ils vivent, etc. Je fais des interventions, probablement depuis qu'ils ont 7 ans. Avant, je pouvais en faire un petit peu, mais ils comprenaient pas vraiment ce que je disais quand on est rendu dans un truc psychologique. Là. Mais plus le temps passe, s'ils ont des difficultés avec des amis, ben, je peux élargir leur perception parce que des adolescents, ça vit à partir de sa réalité personnelle sans nécessairement inclure les autres points de vue. Fait que je leur enseigne déjà à avoir d'autres points de vue pour avoir ça revient à de l'empathie et de la compassion. Ça ne veut pas dire de rester dans une relation malsaine, mais au moins de saisir ce qui est en train de se passer puis que souvent c'est pas personnel. Ça crée plus de paix. Fait que oui, il y a plein de trucs que j'ai utilisés avec mes enfants, même en bas âge, pour qu'ils apprennent plus facilement et rapidement. Puis ils deviennent de meilleurs adultes aussi, et ça permet de moins accumuler de bagages, parce que quand on traîne les choses, moi j'ai toujours un exemple que Nicole Bordelot avait donné d'un sac de patates qu'on traînait tout au long de notre vie. C'est lourd à un moment donné, un sac de patates, quand tu fais un chemin, parce que notre vie s'étale sur plusieurs années. Donc, il vaut mieux se libérer justement de nos patates, puis voyager plus léger. Alors, c'est le fun de régler les choses au fur et à mesure. Je ne sais pas si je vais trop loin dans mes propos, mais que penses-tu du karma? Parce qu'il y a des gens qui disent « Ah ben, moi, j'ai pas de contrôle, c'est mon karma, c'est ça que j'avais à vivre. » Ben, en fait, j'ai passé beaucoup de temps à me demander si le karma existe, s'il n'existe pas, le destin, tout ça. Là, ben, j'ai envie de dire oui et non. Oui, dans le sens qu'il semble avoir des forces, entre guillemets, qui orientent la vie des gens d'une manière... Exemple, moi, j'ai l'impression viscérale que je suis supposé faire ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire donner des formations, faire de la recherche. C'est comme un ressenti que je suis pas capable d'enlever, que je suis supposé faire ça. Okay. Mais c'est un ressenti, je peux pas le prouver scientifiquement, tu sais, fait qu'est-ce que c'est vraiment vrai? Puis à partir de là, quand on se met à vraiment étudier l'âge, qui est ce que je fais depuis 27 ans, ben il y a toute la notion de transfert transgénérationnel. Si vous avez vu la série Le chemin de l'Olivier sur Netflix, ça illustre un peu le principe. Mais en gros, les gènes de mes ancêtres sont transmis, grands-parents, parents, puis on peut continuer à l'infini. Et les traumatismes qui ont été vécus, souvent, sont transmis aussi. Donc, la personne, même si elle a eu une enfance parfaite,
À un moment donné, elle se promène, il arrive quelque chose de banal, puis ça, tu sais, mettons, 1 sur 10 de stress, puis sa réaction émotionnelle est 11 sur 10, puis la personne ne comprend pas. Ben, c'est parce que c'est pas vraiment, ça y appartient pas, c'est une réaction qu'elle a héritée génétiquement. Mais, fait que là, on pourrait dire que quand on prend en considération toutes ces forces-là qui influencent nos décisions, puis nos priorités, puis tout ça, ben, c'est comme si on aurait un karma au sens où le libre arbitre, en fait, dans ma perception, il compte pour 5 à 10% de la vie humaine parce que la plupart des décisions sont prises à partir d'automatismes, conditionnements, réactions émotionnelles, etc., etc. Fait que si je prends cette optique moderne-là, puis on dit le karma, c'est tous les conditionnements, puis les mémoires émotionnelles, puis tout ça, ben, est-ce qu'on peut s'en libérer? Oui. Donc, est-ce que je peux affecter mon karma? Oui. Dans la définition moderne du karma que je viens de donner. À partir de là, si je trouve ça plus facile de dire « Ah, c'est mon karma, je peux rien y faire », puis là, je souffre de mes patterns, puis je fais souffrir les autres. C'est un choix. Tout le monde a le choix de dire ça. Moi, je n'étais pas intéressé à continuer à vivre ma vie si c'était à partir de mes patterns. Donc, j'ai juste décidé d'apprendre comment travailler ça, libérer ça, etc. On parle souvent de démarche personnelle, mais en même temps, la démarche personnelle d'une personne change aussi la vie de ceux qui sont autour d'elle. C'est rarement juste une démarche personnelle. Donc, c'est là que c'est important de comprendre justement ce qu'on a en dedans de soi, puis ce qui peut influer sur les autres aussi, là. Oui, exact. Ben oui, parce qu'à moins de vivre dans une caverne ou tout seul dans une forêt, on impacte les gens à travers nos relations. Fait que si j'ai plein de patterns que je vais appeler destructeurs, ben, je vais faire de la destruction chez les gens autour. Je veux dire, c'est juste une évidence. C'est vrai. Ben oui, je le constate parce que, ben, par exemple, Marisol avait partagé une anecdote à propos de sa fille qui s'arrachait les cheveux de la tête. Et quand Marisol s'est mise à consulter, sa fille a arrêté. Donc, on influence les gens directement. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais ça m'avait frappé, ça. Sauf que je veux faire attention de ne pas remettre notre pouvoir à l'extérieur puis se servir d'excuses. Ah, c'est pas moi, j'agis comme ça parce que cette personne-là, parce qu'on est responsable de nos vies. Là. Si ça ne nous convient pas, on peut simplement s'en aller puis attirer d'autres personnes dans notre entourage. On n'est pas pour subir toute notre vie le karma des autres ou l'énergie des autres. La fille de Marisol, dans le fond, c'est quand elle a vu sa mère commencer à prendre soin d'elle, ça lui a probablement ouvert les yeux sur « Ah, OK, attends une minute, moi aussi, je peux le faire. » Donc, on donne l'exemple aux gens aussi. On le fait pour nous, mais on donne l'exemple aux gens lorsqu'on part en... En fait, si je peux nuancer sur ce sujet-là, sur ce que Sly vient de dire, en fait, pour moi, il y a une différence super importante que je dois enseigner tout le temps parce que les gens, des fois, ils vont tout de suite dans la même direction. C'est oui, ce que j'ai vécu dans différentes relations, dans différentes expériences ou d'autres est impliqué, a eu un effet sur moi. Surtout quand j'étais dépendant des autres, autrement dit, je n'étais pas capable de générer des revenus par moi-même, de me nourrir par moi-même, tu sais, bon, etc., quand j'étais enfant. Sauf que là, je ne suis plus un enfant. Fait que oui, les gens ont eu des impacts dans ma vie, puis leurs agissements sont leur responsabilité, même si c'est dans le passé. Chacun est responsable de ses agissements. Maintenant, aujourd'hui, je suis responsable de ma vie. Puis là, je dis, la nuance qui est importante, c'est quand j'explique ça dans mes formations, il y a la moitié de la salle qui se met à se sentir coupable, qui dit, tu sais, c'est moi qui crée ma réalité, donc c'est moi qui me fais souffrir, c'est moi qui ai créé mes problèmes. Ben, tu sais, le but d'expliquer ça, c'est pas que les gens se fassent souffrir avec une interprétation de culpabilité, c'est de dire, ben là, tes parents tu vis plus chez eux, la plupart des gens, ou ils sont peut-être décédés ou peu importe. Mais là, ici, maintenant, il y a juste toi qui peux changer ta vie si tu veux la changer. Puis ça emmène une prise de responsabilité. C'est là que je vais emmener les gens. Puis ça, c'est la différence entre se sentir impuissant ou sentir qu'on a du pouvoir sur notre vie. Parce que si tout est de la faute des autres, même dans le présent, ouais, mais là, c'est de la faute de telle personne dans ma vie. Ouais, ben là, ce que la personne est en train de sous-entendre, c'est je peux rien y faire. Parce que c'est pas moi. Tu sais, j'ai aucune responsabilité là-dedans, donc j'ai aucun pouvoir de changer la situation. C'est ça le problème avec le blâme, c'est pas que c'est pas spirituel puis que c'est rempli de jugement puis tout ce que les gens disent à propos de ça. Le problème, c'est que ça me rend impuissant
Puis l'impuissance est autogénérée parce que je crois que c'est juste les autres qui ont tout créé ce que je vis. Fait que là, je peux rien faire. Puis tant que je vais croire ça, ben, je peux croire ça pendant 30 ans, puis je continue à endurer ma vie puis à souffrir. Dès que je passe dans une position de responsabilité, c'est-à-dire peu importe ce que les gens ont fait, ici maintenant, moi, je choisis de commencer à faire quelque chose, ben, même dans cet état-là de responsabilité, je peux décider d'engager quelqu'un qui est compétent, qui va m'aider, un coach, un thérapeute, etc. Mais c'est moi qui est obligé de prendre le rendez-vous puis de générer les revenus pour payer le coach que j'engage, etc. Fait que ça, c'est des actions de quelqu'un qui prend la responsabilité de sa vie. Parce qu'il y en a qui n'ont pas mes années de pratique et d'expérience, ils ne peuvent pas se faire à eux-mêmes des techniques facilement parce qu'ils n'ont jamais pratiqué. Ça, c'est normal. Fait que demander de l'aide, c'est pas comme ne pas s'enlever du pouvoir, mais c'est juste intelligent si je sais pas comment faire. Mais je prends ma responsabilité déjà en prenant le contact avec le professionnel puis en commençant ma démarche. Puis ça, je peux pas faire ça tant que je pense que tout est de la faute des autres, parce que si tout est de la faute des autres, ben, c'est pas moi le problème, fait que j'attends que les autres changent. J'attends. Il ne passe rien, puis j'attends. Tu dis, OK, je vais mourir, puis dans une autre vie, j'aurai un autre karma. Hein? C'est ça. Hein? Change de peau. Chanceux. Ça, c'est de se déresponsabiliser, puis c'est la méthode, c'est facile. Là. Alors, mais c'est facile, puis en même temps, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il faut tolérer la même souffrance toute notre vie. Moi, je trouve ça bien plus difficile, puis je trouve que ça demande beaucoup plus d'efforts quotidiens de garder les mêmes problématiques puis la même souffrance pendant des décennies. C'est ça, c'est le petit calcul que les gens font pas. Mais moi, ça fait 27 ans que je fais ce métier-là. J'ai parlé à plein de monde, j'ai eu des clients. Là, je fais plus d'individuel, mais j'ai formé plein de gens. Puis finalement, quand ils me racontent leur vie, je dis, ben finalement, si tu prenais une session d'1 heure par semaine, c'est-tu tant d'efforts comparé à tes efforts quotidiens de 3, 4, 5 heures de méditer, de gérer, de prendre telle affaire, puis tu sais, juste pour te sentir fonctionnel, tu sais, ou en tout cas être capable de faire certaines choses. C'est bien plus de travail qu'une session d'1 heure par jour, par semaine. Ben oui. Les gens, ils font pas cette réflexion-là, ils font juste vivre leurs automatismes habituels de leur réalité puis leurs croyances fonctionnent comme ça et réfléchissent pas en dehors de ça. Mais si on sort de notre réalité personnelle puis on s'observe, on dit ouais, finalement, ce que je fais au quotidien est beaucoup plus de temps et d'efforts et de perte de revenus que si je fais juste faire un processus avec un professionnel 1 heure par semaine. Et la réponse, ben oui, c'est évident. Se simplifier la vie à travers tout ça. C'est-à-dire aussi, tu sais, à mesure que tu prends soin de toi, que tu avances vers des situations, tu vois toutes les balises que tu mettais devant toi, puis même les choix que tu faisais là, au niveau de l'alimentation, au niveau de tes amis, au niveau du temps que tu mets pour tout ça. Donc, dans une démarche, et quand tout est inclus et que tout est là, c'est vrai que ça va plus vite. C'est vrai que quand tu es suivi puis que tu as quelqu'un qui t'encourage pour de vrai, qui finit par dire, hey, te mettre en plein visage, voici, moi, je pense que, qu'est-ce que tu en penses, toi, si tu irais là et tu faisais ça? Moi, je pense que c'est beaucoup, beaucoup ça. Le questionnement. Je pense que le PNL, la base du PNL, c'est beaucoup le questionnement. Si je simplifie ça à la base. Là. Donc, avoir un nouveau style de vie, ben, c'est pas juste changer sa façon de penser, c'est changer un petit peu de tout dans notre vie, tranquillement, pas vite, pour devenir un meilleur humain. Mais c'est drôle que tu dises ça, Sandra, parce que moi, et là, Alexandre, si tu veux me faire une thérapie, c'est le bon moment. Parce qu'on me dit souvent... combien de temps? Tu vas voir, moi, je règle les affaires bien vite. Il reste 5 minutes, non? Oui, c'est ça. Je suis allergique, moi, aux longueurs, là, puis... mais on me dit souvent, t'as donc bien changé, je te reconnais plus. Puis moi, de répondre spontanément, mais c'est pas ça le but. Je veux dire, si je suis la même personne qu'il y a 15 ans, 20 ans, je veux dire, pour moi, ça sonne pas bien. Là. Je veux évoluer, je veux apprendre, mais on dirait que c'est un reproche et ça dérange beaucoup les gens. Ah, ben, t'es plus comme avant. On dirait qu'ils perdent leur affinité ou ils perdent leur repère parce qu'on m'a catégorisé. Et souvent, puis là, je vais rire un peu là, pour pas dramatiser, mais ça peut être aussi banal que moi, je suis souvent l'ami gay de quelqu'un. Je suis pas un ami là, avec toutes mes couleurs. Là, je suis un ami gay, on m'a catégorisé. Mais si je voulais expérimenter quelque chose avec une femme dans ma vie parce que je me suis trop limité en me catégorisant moi-même, on dirait que j'ai pas le droit. Ben non, moi, je suis l'ami gay. Si je suis plus gay, ben t'es plus mon ami. Puis, tu sais, ça change tout. Là. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, en fait, c'est pour moi, je vais appeler ça 2 niveaux à l'expérience humaine.
il y a ce que j'appelle notre essence unique. Ça, c'est l'affaire qu'on sent qu'on est depuis, tu sais, quand je pense que j'étais enfant, je remarque quand dans moi, je suis la même personne que quand j'étais enfant. Autrement dit, c'est le même feeling d'être. C'est bon. Ça, j'appelle ça l'essence. Okay. Ça semble pas changer, en tout cas. J'ai l'impression que je suis la même conscience unique que pendant toute ma vie. J'ai l'impression que ça n'a pas changé. Ce qui change, c'est les croyances, les perceptions, les habitudes, les comportements, incluant verbal et non-verbal. Fait que si je change d'état de conscience, exemple, mon non-verbal va être différent. Puis il y a beaucoup de gens qui ça leur fait peur ou ça les menace. Des fois, ils ont peur de perdre la relation parce qu'on a changé, puis eux autres, ils n'ont pas changé, puis ils le remarquent. Puis là, ils ont peur que ça ne marche plus. Incluant en amitié, incluant des membres de la famille. Des fois, ils font « Ah, t'as donc bien changé ». Des fois, c'est positif, puis des fois, c'est sous-entendu pas positif. Puis ce qui se passe dans mon expérience, c'est quand on connecte avec les gens à partir de leur essence, peu importe les changements qu'ils vivent, la relation est toujours très solide et stable parce que les deux connectent à partir de l'essence de l'un de l'autre, puis ça ne change pas ça. Fait que même si la personne elle change de croyance, de mode de vie, ou elle passe de pauvre à très riche ou riche à pauvre, bon, l'amitié ou la relation va être intacte parce que les deux connectent à partir de l'essence. Mais dès que les gens ont développé la relation à partir de patterns émotionnels, patterns psychologiques, tendances, conditionnements, ben là, c'est là que la relation, vu qu'elle est bâtie là-dessus, construite sur ces fondations-là, dès qu'il y a les conditionnements d'un change, ben là, c'était bâti là-dessus, là, la relation. Fait que là, les gens, ils savent pas quoi faire, ils ont peur de l'inconnu, ils ont peur de ça va changer ou arrêter. Mais c'est parce qu'au départ, elle a été construite, la relation, sur les conditionnements et les patterns émotionnels. Fait que là, si tu enlèves ça, ben, la question qui est posée inconsciemment avec les gens... Tu peux pas être ami avec quelqu'un juste parce que... Je trouve ça intéressant, cette phrase-là. En fait, moi, ce que j'allais dire, c'est juste que tu peux pas être ami juste avec quelqu'un parce que c'est ton ami gay, Sylvain, là. Ben, il y en a que oui. Ouais. Il y en a que oui. Mais ben, des fois, il y en a que c'est des amitiés que je vais appeler fonctionnelles. Ouais. T'as des gens d'affaires, ils sont amis parce que ça les aide dans leur entreprise mutuelle. Mais ça, c'est pas la même chose. Puis là, si les entreprises font faillite ou si, peu importe, il y a une des deux personnes qui ne reçoit plus davantage de cette amitié-là, entrepreneuriale, ben, l'amitié n'existera plus parce qu'elle était juste basée là-dessus. Elle n'était pas basée sur on a des affinités à partir de nos essences, on se reconnaît à partir de notre être réel. Fait que c'est vraiment le personnage qui est par-dessus. Moi, je dis, on a notre essence qui est comme notre vraie nature, puis on a le personnage par-dessus construit depuis toute notre vie. Je suis Alexandre Nadeau, je viens de Sainte-Mélanie, mes parents, nanana. Puis là, il s'est passé ça, puis j'ai eu tel traumatisme, puis blablabla. Tu sais, les survivants de tel type de traumatisme, puis là, ils se réunissent ensemble, puis ils font des amitiés. Ben, si la personne elle tombe sur une méthode efficace pour se libérer de ses traumatismes, après qu'elle est libérée, elle va-t-elle encore sentir de l'affinité avec les membres de ces groupes-là? Ben non, les traumatismes sont plus là, puis c'était ça leur point commun. Tu comprends? Fait que mais ça, c'est un exemple extrême pour comprendre le principe, OK? Fait que c'est comme, moi, je suis ami avec mes collègues policiers, OK? Mais quand il y en a un qui est à retraite ou qui n'est plus policier, ou s'il change de carrière en plein milieu au lieu de continuer, es-tu encore ton ami? Habituellement, non, parce que c'était un ami policier. Fait que c'est juste pour illustrer la différence entre une amitié qui se développe, que je vais appeler basée sur l'essence. Tu sais, moi, j'ai eu plein de changements de carrière dans ma vie. Avant, j'ai déjà été entraîneur privé, psychothérapeute, coach, formateur, auteur, puis avant, poseur de pavés unis. Puis avant ça, je transportais de la bière dans les bars. À travers tous ces changements-là, ben, il y a des personnes qu'on est resté amis, puis à travers leur changement, ça n'a rien changé à ma perception d'eux, parce qu'on a connecté à partir de notre être. Mais ceux qui j'ai connecté à partir du personnage ou d'autre chose, des conditionnements, ben, à mesure que je m'en libérais ou qu'ils s'en libéraient, à un moment donné, on passait de moins en moins de temps ensemble. Il y avait comme une distance naturelle qui se faisait parce qu'on avait connecté sur la fondation des conditionnements. Puis, exemple, je fais du développement personnel volontairement à chaque jour. Ben, c'est sûr que mes conditionnements vont changer. Puis là, les gens ils vont dire, je ne te reconnais pas. Ben, ou juste une transformation physique. La personne qui a un surplus de poids, exemple, elle perd 100 livres. Ben, elle a juste perdu 100 livres, mais il y a plein de gens qui vont avoir de la misère à se sentir connectés parce que c'était tout le temps, ouais, mais ça, c'est la vraie personne dans leur tête, là, dans leur réalité personnelle. Ben non, c'est pas la vraie personne, c'est son corps.
Mhm, mhm. Mhm. Tu te Il ressembles y a plus. tout le Si reste de quelqu'un l'être te humain. dit ça, non, mais si quelqu'un te dit ça, là, je te reconnais pas, là, tu réponds merci. Sylvain, Je fais-le dis plus. merci. Sylvain, tu dis merci. Tu sais, c'est vrai, quelqu'un qui te dit ça, Sylvain, là, tu dis, hey, je te reconnais plus, ben, tu dis merci. Tu sais, ça fait des années que je C'est ça le travaille but. là-dessus. C'est Hey, ça. colique. Ouais. Tu sais, c'était ça le but que tu me Ouais. reconnaisses pas, mais Moi, tu je, m'aimes-tu c'est ça. pareil? T'aimes-tu ce que tu vois? Ah! Tu sais, c'est le fun. Moi, je dis c'est normal. Mettons, je te reconnais plus, c'est normal. Je travaille, tu sais, je travaille sur mon évolution chaque jour. Je suis supposé changer. Sinon, ce que Justement, je fais ne marche pas. Là. et quand on est coach, puis qu'on évolue nous-mêmes, on fait évoluer les autres. Dans notre entourage, ceux qui procrastinent ou ben qui ne désirent pas là, poser de gestes concrets puis ils se laissent aller au gré du vent, là, est-ce que ça t'énerve? Je te dirais dans la vingtaine, oui, parce que j'étais super go, 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 on change nos vies. Puis, tu sais, bon, j'essayais quasiment de convaincre tout le monde d'aller dans cette direction-là parce que je trouvais que c'était la meilleure. Mm. Avec le temps, on va tomber un peu dans le spirituel, mais j'ai comme la perception que chaque être vivant, là, les humains, les plantes, les animaux, fait comme partie d'un orchestre universel vraiment gigantesque, puis que chaque personne, peu importe ce qu'elle a l'air de faire en surface, qui a de l'air correct ou pas correct, ben, finalement, dans le grand orchestre de la vie, elle joue sa note parfaite, sans s'en rendre compte. Puis moi, les gens qui ont le plus détruit ma vie sont aussi ceux qui ont été les plus gros leviers de mon évolution. Fait que je peux-tu vraiment dire que c'est tout mauvais? T'sais, est-ce que je serais devenu la personne que je suis aujourd'hui si j'avais pas eu ces personnes-là dans ma vie? Ben, la réponse est non. Si je me promène, là, puis tout est facile. Là, comme pourquoi je suis allé aussi loin en développement personnel dans mes recherches? Parce que pendant les 8 premières années, j'étais dans mes cours de PNL, puis je regardais le monde vivre des miracles, des changements. Puis moi, j'étais le gars dans le coin frustré qui ne vivait pas de changement comme ça. C'est parce qu'il y en a dans presque tous les groupes. Là, il y a celui ou celle ou les quelques-uns qui ne vivent pas de changement puis sont là. Pourquoi que moi, ça ne change pas? Puis check l'autre, là, il vient de doubler ses revenus, puis moi, je suis encore là, pauvre. Puis, bon. Moi, j'étais cette personne-là pendant 8 ans. OK. Puis là, ben, j'ai dit, pourquoi ça ne marche pas? Ben, moi, tu sais, puis qu'est-ce qui est en dedans de moi ou c'est quoi qui se passe en dedans de moi qui fait que les techniques ne marchent pas? Puis là, ben, je me suis mis à chercher. Puis là, j'ai trouvé des réponses. En trouvant des réponses, ça m'a permis d'aider toutes les personnes qui étaient ce type-là aussi. Fait qu'autrement dit, dès que je réussis quelque chose avec un type d'humain, quand il n'y a rien qui fonctionnait, toutes les personnes similaires, maintenant, il y a une possibilité de les aider. Fait qu'à chaque fois que je rencontre une personne que je vais appeler un challenge, ben, c'est mon université. Fait que il y a des fois, je faisais des sessions gratuites pendant super longtemps juste pour finir par trouver comment aider une personne qui a un fonctionnement de ce type-là très spécifique. Mm-hmm. Puis là, après, ça me permettait d'aider 5% de plus de la population ou 10% de plus de la population parce qu'il n'y a jamais une personne. Tu sais, oui, on est tous uniques, mais en même temps, il y a des patterns qui se répètent, il y a des éléments communs dans l'expérience humaine sur lesquels on peut compter, à part excluant peut-être là, des yogis là, super illuminés, qu'eux autres, tout ce que je raconte est non pertinent, mais tu sais, c'est comme vraiment une exception très, très minime qui ne fait pas partie de ma clientèle, là, mais en développement personnel, il y a des choses sur lesquelles on peut compter qui se répètent des sortes de patterns universels ou des principes universels qui fonctionnent presque tout le temps. Moi, Sandra, Alexandre, je me trouve chanceux. Dès le moment où j'ai voulu avancer, j'ai voulu travailler sur moi, je suis allé suivre des cours, des ateliers qui ont été magiques pour moi, c'est-à-dire qu'ils ont fonctionné. C'est une philosophie du hasard qui n'existe pas. Donc, il n'y a aucun hasard, tout arrive pour une raison et on est responsable de ce qui nous arrive. On crée notre demain. Alors, j'ai adoré cette méthode-là. J'ai changé beaucoup de choses. Évidemment, ceux qui m'ont connu avant ne me reconnaissent plus parce que je suis devenu pas une autre personne. Je suis toujours moi, mais en évolution, en pleine conscience de qui je suis et ce qui m'arrive. Depuis la fondation de Radio Unicité, je reçois beaucoup de livres de coachs, d'auteurs, de conférenciers, et je m'aperçois que c'est tout le temps la même salade qui servent, c'est tout le temps les mêmes citations de un tel.
à un moment donné, je viens au questionnement de est-ce qu'il n'y a pas trop de coachs? Et je trouvais ça intéressant que Sandra, il y a quelque temps, nous fasse réaliser qu'on doit bien choisir notre accompagnateur, notre coach, parce que il y en a qui s'improvisent, mais ça, c'est comme dans tous les métiers, là. Tu peux t'improviser plombier puis massacrer toute la plomberie de ton client. Puis là, c'est tout à refaire. Donc, il y en a dans tous les métiers. Est-ce qu'à travers la longévité que tu as, Alexandre, dans ce domaine-là, tu as cette perception-là aussi que tout le monde s'improvise coach, qu'il y a trop de coachs, et qu'est-ce qui fait, toi, que tu es différent des autres? Ben, en fait, ma perception, c'est pas une question de nombre, c'est-à-dire qu'il ne pourra jamais avoir trop de coachs basés sur le nombre d'humains qui auraient besoin d'aide, mais il peut y avoir trop de coachs incompétents, par exemple. Fait qu'autrement dit, moi, c'est pas le nombre de coachs qui me titille, c'est le nombre de coachs qui n'ont pas pris le temps de développer leurs compétences. Tu sais, honnêtement, il y a des certifications de coaching qui se font en 2-3 jours. Je veux dire, honnêtement, à quel point est-ce qu'on peut apprendre à intervenir dans la complexité humaine en 2-3 jours? Tu sais, puis avoir une certification, là. S'il n'y avait pas de certification, on appelle ça un atelier de développement de compétences ou de développement personnel. C'est parfait. Mm-hmm. Mais avoir une certification de praticien en 2-3 jours, ish! Ouais, moi, c'est ce bout-là qui me dérange. C'est à quel point le niveau de compétence est bas et que c'est accepté et acceptable. Parce que ça, je l'explique souvent dans mes formations. À cause qu'on travaille, on ne travaille pas le corps physique. C'est comme si les gens ils trouvent ça moins dangereux ou dommageable s'ils ne sont pas super compétents. Tandis que je dis, ben, si tu sais, là, tu sais que tu vas avoir une chirurgie à cœur ouvert. Est-ce que tu accepterais que ton chirurgien ait juste eu 3 jours de formation et pas de pratique? Ou est-ce que tu accepterais que le chirurgien t'ouvre le torse s'il a juste lu des livres sur la chirurgie et juste vu des vidéos puis des conférences inspirantes sur le sujet? Est-ce que tu accepterais? Puis on dit, ben non. Là, soudain, dès que je mets un scénario où la vie de la personne est en jeu, la personne devient automatiquement intelligente, elle a son gros bon sens, elle dit, je ne ferai jamais ça. Mm-hmm. Ben, c'est parce que même si un coach ou un thérapeute ne va pas ouvrir physiquement ton torse, il va quand même aller influencer ton esprit, ton cœur et ton fonctionnement intérieur, peut-être un peu, peut-être beaucoup, puis il peut même t'induire des croyances limitantes ou nocives que j'ai vues souvent. Puis, ben, si tu ne vas pas mourir sur la table, là, ben, c'est parce que si ta vie est plus difficile pendant 1 an, 5 ans, 10 ans après ça, ben, tu as payé pour empirer ta vie. Tu sais. C'est une autre genre de mort, quand même. Ben oui, on peut appeler ça une mort émotionnelle, psychologique, ou en tout cas, ou une mort lente, c'est-à-dire mon corps est en vie, mais je me sens moins vivant qu'avant, qui n'est pas vraiment une vie, que tous les dépressifs, que j'ai déjà vécu une période dépressive, ben, tu sais, oui, on vit, mais on ne vit pas vraiment. Fait qu'à quoi bon? C'est un peu ça. C'est un peu pour ça que c'est relié avec des tendances suicidaires. C'est parce qu'on ressent que ça ne vaut pas la peine de vivre. Parce que mon corps vit, mais je ne suis pas vivant. Ça ne sert à rien. Oui, c'est ça. Ouais, ça arrive souvent, ça. Fait que c'est pas qu'il y en a trop, mais il y en a beaucoup trop qui n'ont pas les compétences à un niveau où je serais à l'aise, ou que je trouverais ça intègre et éthique de prendre des clients. Donc, justement, pour faire du millage sur ce que Sandra a ouvert il y a quelques jours, comment on le choisit, notre coach? Est-ce que c'est à ses résultats? Ben, en fait, oui, mais c'est difficile à savoir parce que si on va voir les pages Facebook, le site Internet, tous les coachs disent qu'ils ont des résultats extraordinaires. Ben, il n'y en a aucun qui va dire « je suis moyen ». J'ai vu ça sur aucun site Internet, donc une page Facebook qui dit « je suis un coach moyen, mais tu peux m'engager. Je charge un peu moins cher vu que je suis moyen. » J'ai jamais vu ça. En fait, ce qui s'est passé, puis là, tu sais, ça fait 27 ans que je suis dans le domaine. Au début, le développement personnel, c'était très marginal. Il y avait des conférenciers, des auteurs conférenciers. C'était ça. Quand tu disais développement personnel, les gens voyaient dans leur tête un motivateur qui a écrit des livres et qui fait des conférences pour t'inspirer. Ça, c'est bon. Là, on recule, là. Là, à un moment donné, il y avait les psychologues existaient déjà, les psychothérapeutes. À un moment donné, il s'est mis à avoir des coachs. Là, c'était, ben, moi, je ne parle pas de tes problèmes avec toi, je t'aide à améliorer ta vie, optimiser ta vie, peu importe. Et là, à un moment donné, il y a peut-être 11-12 ans,
les Américains faisaient déjà du gros marketing, qui s'étaient rendu compte, ben moi, je suis conférencier. Ben, tu sais, une conférence, je peux la vendre 30, à l'époque, peut-être 20-30 $. Puis même si j'ai beaucoup de monde, ça fait juste 30 $. Mais si je crée un gros programme qui dure plus longtemps, je peux le vendre 5 000. J'ai besoin de beaucoup moins de monde pour que ce soit beaucoup plus payant. Fait que là, ils se sont improvisés formateurs, même s'ils étaient juste avec les compétences de conférencier, donc ils ne savaient pas comment monter un programme efficace, ils ne savaient pas comment communiquer de manière efficace pour stimuler des changements chez les gens. C'était juste, je vais faire comme les autres, je vais faire un gros programme, c'est plus payant, et ça a marché. Là, ils lancent les gros programmes à 2 000, 5 000, 10 000, 30 000 $, des fois 100 000 pour des masterminds aux États-Unis. En français, c'est plus 40-50 000, les plus chers. Mm-hmm. Puis ils font ça. Puis c'est vrai que c'est super payant, mais la question, c'est la personne qui a payé, qu'est-ce qui reste à la fin? Puis des fois, les changements ou les bénéfices ne valent pas le 2 000, 5 000, 10 000, 50 000. Fait que, mais c'est très payant. Fait qu'il y a un moment donné, ce que je dirais, c'est que le développement personnel était peuplé de gens, j'exclus la conférence de motivation, mais les coachs, c'était des gens qui, je vais appeler ça des aidants naturels très empathiques qui voulaient juste aider des gens. Puis là, à un moment donné, c'est devenu une business, puis il y a de plus en plus de marketeurs qui sont arrivés dans le domaine, en imitant les Américains, finalement. Puis là, ils ont juste enseigné, OK, mais là, tu peux faire de l'argent en ligne ou tu peux faire de l'argent en étant coach, puis fais ça, ça, ça. Ouais, mais tu n'as pas de clients, tu n'as pas de résultats, mais c'est pas grave, monte ton programme de même, puis vends-le de même, il va avoir des clients quand même. Fait que quand c'est ça qui est dit ou qui est sous-entendu, parce que des fois, ils ne disent pas exactement comme ça, bien, c'est sûr que tu te retrouves avec plein de coachs qui suivent des formations de marketeurs, c'est-à-dire qui ne développent aucune compétence d'intervenant, parce que c'est des formations de marketeurs. Puis là, ils apprennent à faire des vidéos plus attirantes, ils apprennent à s'aligner avec l'algorithme pour avoir plus de vues, etc., etc. Ça ne les rend pas plus compétents comme intervenants. Ils sont juste meilleurs pour avoir plus de vues, tu sais. Mais c'est ça qui s'est passé, c'est que les marketeurs se sont mis à vendre l'opportunité de faire de l'argent dans le monde du développement personnel, sans jamais souligner que ce serait intéressant peut-être de développer des compétences d'intervenants, vu qu'on va travailler avec des êtres humains puis qu'on pourrait leur nuire. C'est jamais dit ça non plus, c'est beau site. Oui, en passant, tu peux leur nuire, développe tes compétences avant, puis après, apprends à te vendre ou en même temps. Là, mais tu sais, fais les deux en parallèle. C'est pas mon tiré nulle part. Moi, je vais pelleter dans le passé bien loin. La méthode Sylva Bergeron, ça vous dit-tu quelque chose, ça? Ben, j'ai entendu le nom, je l'ai pas vu. C'est un monsieur, lui, qui réunissait des gens dans des salles pour les apprendre juste à communiquer. Okay, c'était juste ça qu'il faisait. C'était juste ça. Ce monsieur-là, il a fait du bien à tellement de gens. Il n'y avait pas de livre. Il n'y avait pas, écoute, son habit brun dans une salle avec les murs beige, puis les chaises pliantes, là. Puis il y avait du café, je suis même pas sûre qu'il y avait du lait. Écoute, ce monsieur-là, il a fait énormément de bien à énormément de gens qui savaient pas comment parler, communiquer entre eux. Pas juste faire des discours puis devenir un conférencier. Non. Communiquer avec son prochain. Alors, moi, je pense que tu as raison de dire que c'est pas juste les livres, l'entourage, toutes les patentes de marketing que tu vas faire. Moi, je pense, Sly et Alexandre, je pense que c'est beaucoup un feeling. Quand tu vas voir quelqu'un et tu as le feeling qu'il y a quelque chose qui va se passer, va voir. Après ça, tu sais, mais engage-toi pas, achète pas 10 séances pour... un package à 5 000. Mais... à demi-prix. Mais je pense que c'est un feeling. Tu le sais, quand tu vas voir la personne, tu vas dire « Ah, ça me répond, ça. » Il faut s'écouter. Oui, mais ce que tu dis, Sylva Bergeron, si je compare à une conférence d'inspiration, c'est que lui, il ne voulait pas inspirer les gens. Il y avait un processus et il créait un environnement transformationnel qui faisait passer les gens à travers des expériences qui emmenaient des changements. Bien, c'est ça, quand on veut changer des vies, il faut créer un environnement favorable à la transformation et à l'évolution. Puis il faut emmener des processus fiables, c'est-à-dire qui ont fait leur preuve pour la transformation. Mais quand on magasine, pour répondre à ta question, Sly, j'avais écrit un e-book gratuit sur le sujet, que je ne me rappelle plus exactement ce que j'ai écrit, mais pour moi, comme je disais, tous les coachs, puis les formateurs, puis les conférenciers vont dire qu'ils ont des résultats extraordinaires. Ils vont dire qu'ils ont changé des milliers de vies. Des fois, ils vont dire le nombre exact, puis là, la nuance. Le nombre qu'ils disent, exemple, j'ai changé 7000 vies, bien ça, c'est le nombre de personnes qui ont acheté le programme. Il y en a 70% qui ne sont même pas allés une fois voir c'était quoi le programme.
Fait que là, il y en a 30% là-dessus qui ont été ouvrir une vidéo. Fait que là, déjà, c'est plus 7000. Tu sais, tu peux pas dire, le programme qui a changé 7000 vies. Ben non, il y en a 70% qui n'ont jamais été voir. Exact. Fait que là, déjà, tu vois qu'il y a de l'exagération dans le marketing. Fait que moi, c'est pas ça que je regarde. Je regarde pas ça, c'est le fun parce qu'il y a des Américains tu sais, il y a les Américains très américains qui vendent de manière excessive, puis tu as les Américains, à un moment donné, qui voient ça aller, puis qui sont devenus un petit peu plus lucides dans tout ça, et honnêtes, puis ils disent, ça, c'est des chiffres de vanité. Les nombres d'abonnés Facebook, les nombres de personnes qui ont acheté un cours, c'est des chiffres de vanité parce que tu n'as aucune idée du nombre réel de vies qui a été changé. Tu sais juste qu'il y a bien des abonnés sur la page Facebook, puis qu'il y a bien du monde qui a acheté le livre, le cours, etc. Fait que moi, la seule approche que j'ai pour évaluer le niveau de compétence de la personne, à part de la tester, ou d'y parler. Si je peux y parler, exemple, on peut prendre un rendez-vous 15 minutes. Souvent, moi, c'est ça mon métier. Ça me prend pas longtemps pour détecter le niveau de compétence d'une personne. Mais sinon, c'est le nombre de témoignages, de résultats que la personne a. C'est pas une vérité absolue, mais c'est un très bon indicateur. Ça veut dire que si la personne a dit qu'elle a changé des milliers de vies, mais qu'elle a juste 10 témoignages sur son site ou sa page Facebook ou peu importe, bien là, c'est impossible. Tu dis que tu as changé des milliers de vies. Comment ça se fait qu'il y en a si peu dans leur joie d'avoir transformé leur vie qui t'ont écrit? Tu sais, c'est comme impossible. Là. C'est comme, moi, tu sais, il y en a qui font des concours qui disent, OK, écris-moi un témoignage, puis là, je vais te donner tel cours en cadeau qui vaut 1000 $, là, je te le donne gratuit. Mon Dieu. Ouais, ça, c'est standard. Les Américains faisaient ça, maintenant, les francophones font ça. Mais là, même s'ils font ça, ils ne reçoivent pas beaucoup de témoignages. Moi, je suis là, puis j'en reçois, puis je donne pas des cadeaux. Là. Fait que, c'est quoi le nombre? Puis là, je vais mettre une nuance, une distinction bien importante. C'est quoi le nombre de témoignages de la personne comparé à ce qu'elle dit qu'elle a changé de vie, tu sais? Et aussi, c'est quoi le nombre de témoignages de résultats versus d'appréciation? Voici la différence entre les deux. Un témoignage d'appréciation, c'est « Ah, je suis allé faire une retraite spirituelle » ou peu importe. Là, témoignage. « Ah, j'ai tellement aimé ma retraite avec toi, je me suis senti bien, ça m'a fait du bien, ça a rechargé mes batteries. » Ben oui, tu n'étais pas avec ta famille, tu n'avais pas de repas à faire, puis tu étais en silence. En vacances. Ben c'est ça. C'est sûr que tu sens tes batteries rechargées, mais ça, c'est pas un changement dans ta vie parce que après, quand tu retournes dans ton contexte normal, le stress va embarquer tout ça. Versus... La même chose. Versus, j'ai été faire ta formation. Voici ce qui a changé. Je me suis mis à passer plus à l'action dans mes projets. Mes revenus ont augmenté de 30% dans les 3 derniers mois. J'ai arrêté de fumer. J'ai engagé un entraîneur. J'ai perdu 20 livres. Puis aussi, j'ai arrêté de me ronger les ongles. Ben là, cette personne-là, elle donne des exemples très concrets de changements vécus qui peuvent être intérieurs ou extérieurs. Tu sais, se ronger les ongles, c'est extérieur. Mais si avant, j'étais tout le temps la mèche courte, là, j'ai plus la mèche courte, ben ça, c'est intérieur. Mais c'est un changement mesurable. Mais là, si je compare les deux, il y a une personne qui me dit qu'elle s'est sentie reposée en se reposant. Quelle surprise. Puis l'autre qui me dit, je suis allé faire une formation du même nombre de jours que la retraite reposante. Puis, voici, elle peut me nommer plusieurs changements, puis elle peut me le nommer à travers le temps, c'est-à-dire que les changements se maintiennent à travers le temps ou la personne, elle évolue à travers le temps. Ça veut dire que ça s'améliore. Bien là, moi, c'est la deuxième catégorie qui m'intéresse, c'est, as-tu des changements mesurables? Oui, je vais aller essayer cette formation-là. Toi, tu t'es reposé, bien ça, je peux le faire pour moins cher. Je vais louer la même place, mais sans payer le cours, tu sais. On va louer le chalet, tu sais, avec des amis, mais vu qu'on ne paye pas le frais du cours, c'est moins cher, puis on va se reposer. On va méditer ensemble, tu sais. Exemple. Est-ce que la vie de la personne est importante dans le sens que si le coach ne vit pas nécessairement ce qu'il enseigne, si sa vie est plutôt chaotique, mais qu'il y a des bons enseignements à transmettre, ça peut influencer notre choix? C'est-à-dire, est-ce que vous iriez voir un comptable qui a fait faillite ou un entraîneur qui a un surplus de poids? Je veux dire, si le coach ne met pas en pratique ce qu'il enseigne, c'est peut-être un indice de, ouais, finalement, sa méthode, ou si ça ne tente pas de la mettre en pratique, sa méthode, il y a le droit. J'ai peut-être une perception un peu bizarre sur le sujet parce que le gros bon sens dicterait que je dis, ben, tu vas vers celui qui l'applique lui-même et qui a le résultat. C'est ce que j'ai dit. Mais moi,
c'est pas tant ça qui m'intéresse, c'est les clients. Est-ce que les clients ont les résultats? Parce que si il y a un gars qui était champion culturiste, puis qui était à 5% de gras, puis qui faisait tout le temps des diètes super strictes, là, ça ne tente plus. Mais qu'il y a plein de clients, mettons 75% de ses clients ont des résultats extraordinaires. Même s'il est obèse, je suis prêt à l'engager parce que 75% de taux de réussite, c'est super rare. Ça existe, mais c'est rare. Fait que moi, c'est le taux de réussite du professionnel qui m'intéresse plus que sa vie personnelle. C'est sûr que si il applique encore dans sa vie ce qu'il enseigne, ce que ça donne de plus, c'est que des fois, il y a des nuances qu'il va pouvoir dire qu'une autre personne qui n'a jamais appliqué. Autrement dit, la personne a des résultats avec ses clients, elle ne l'a jamais appliqué elle-même. Il y a des nuances qu'elle ne peut pas savoir parce qu'elle ne l'a jamais vécu personnellement. Fait que oui, ça fait une petite différence ou une grosse différence en termes de qualité de compétences. Mais si la personne, elle le fait, puis elle ne le fait plus, exemple, je m'engage un mentor, il est à retraite, il est milliardaire. Ça, il ne tente plus de travailler, il a travaillé trop fort, il profite de la vie. Ben, j'ai pas besoin qu'il présentement, il travaille et qu'il génère plein d'argent. Il l'a prouvé que ça marchait, il est devenu milliardaire. Ouais, c'est ça. Et tu sais, s'il peut être mon mentor, je dis oui tout de suite, là. Oui, mais c'est ça, il a fait ses preuves. Oui, il l'a fait. Ben oui. Mais encore là, moi, je nuance. Si la personne n'a pas fait ses preuves sur elle-même, mais elle l'a fait sur un très grand nombre de clients, je t'en laisse. OK, fait qu'il faut prendre en considération plusieurs facteurs. Oui. Alexandre? Vas-y, excuse, parce qu'inversement, la personne qui a des résultats extraordinaires, mais qui a très peu de clients qui ont des résultats extraordinaires, là, j'y vais pas, c'est sûr, pour la raison simple qu'il est en train de prouver que sa méthode de transmission ou d'enseignement est inefficace parce qu'il y a très peu de ses clients qui réussissent à reproduire les résultats. Fait que moi, si j'ai le choix entre la personne qui a des résultats extraordinaires, mais ses clients n'ont pas de résultats extraordinaires, ou la personne qui n'a plus de résultats extraordinaires, mais ses clients ont des résultats extraordinaires, je vais tout le temps vers la deuxième, c'est sûr. Parce que moi, je vais être client. Fait que je veux que la méthode soit prouvée pour les clients, pas juste pour la personne qui vend la méthode. Intéressant. On pourrait parler encore longtemps parce que c'est ta première fois à Radio Unicité. On essaie d'être le plus large possible pour connaître tes couleurs, ton univers. Mais il n'y a rien de mieux que d'aller expérimenter ta méthode, tes enseignements. Et ce que je trouve intéressant, c'est que si les gens te découvrent grâce à Radio Unicité et ne savent pas exactement à quoi s'attendre, il y a un atelier très intéressant et surtout une méthode intéressante pour te découvrir qui est payer ce que vous voulez. Donc, tu ne seras pas accusé de quoi que ce soit, c'est payer ce que vous voulez. Si vous êtes satisfait, ben, on peut continuer, on peut rentrer encore plus en détail. Mais c'est formidable cette formule-là. Oui, ben en fait, j'ai commencé ça en 2012 parce que, bon, j'avais déjà mes formations, ça allait bien, j'avais plein de témoignages, mais je recevais tout le temps des courriels. À l'époque, les réseaux sociaux étaient moins présents, qui disaient « Ah, j'aimerais ça faire tes formations, mais j'ai pas les moyens. » Puis là, moi, j'étais là, puis je fais « Comment je fais pour aider ces gens-là? Je peux pas juste faire des sessions individuelles à tout le monde parce que humainement, ça serait impossible. » Là, j'ai mijoté là-dessus 6 mois, 7 mois, je me rappelle pas. Puis à un moment donné, j'ai eu l'idée, si je fais un payer ce que vous voulez, ils peuvent pas dire que c'est trop cher. Exact. Fait que je suis parti un payer ce que vous voulez. Le premier, il y avait 225 personnes. Après ça, on a continué. À un moment donné, c'était 500. À un moment donné, c'était 1700 rendu en 2017-2018. Puis là, ça me permettait d'aider des gens qui n'auraient jamais fait mes formations parce qu'il y en a pour qui même 30 $ pour une conférence, c'est trop. Ah oui. Fait que, ben oui, il y en a que c'est ça. Dans le budget réaliste, compté, 30 $, c'est trop. Jusqu'à ce que tu aies pris la décision de dire, OK, là, je vais prendre plus d'argent pour le mettre sur moi-même. Mais aller chercher une première situation. Puis là, bientôt, ben c'est ça, là, tu en as une, tu as payé ce que vous voulez de prévu bientôt le 12 mai. Exact, le 12 mai. Puis là, c'est un peu différent. Avant, c'était juste en salle que les gens pouvaient vivre l'expérience. Là, avec tout ce qui a changé dans nos vies dans la pandémie, on diffuse maintenant mes événements en ligne en temps réel. Ce qui fait que là, même les gens qui habitent loin ou qui ne peuvent pas à cette date-là peuvent s'inscrire, bénéficier de l'atelier. Puis ce qu'on a fait, c'est que là, il y a encore plus de dépenses parce qu'il y a le réalisateur, les caméras et toutes ces affaires-là. Mais ce qu'on fait, c'est que le don suggéré, c'est 37 $. Ça couvre les dépenses. Puis la personne peut mettre jusqu'aussi bas que 5 $ qui couvre un peu de dépenses. Puis là, il y en a qui donnent plus, il y en a qui donnent moins. Mais l'idée, c'est que les gens peuvent s'inscrire en ligne. Puis même avec 5 $, ils vont avoir l'atelier complet, les notes de cours, des techniques efficaces entre les mains. La même chose que tout le monde, là.
Exact. Ouais. Ouais, tout le monde reçoit la même chose, peu importe. Il y en a qui donnent 200. Je suis un peu surpris, mais en tout cas, 200, Oui. OK. Non, mais Ils c'est ça. comprennent l'équilibre qu'on a des dépenses quand même si c'est un pays, ce que vous voulez. Mais c'est ça. Fait que moi, j'adore cet événement-là. Il m'a permis de toucher, je ne peux pas dire combien de personnes, mais probablement 10-15 000. J'ai perdu le compte à un moment donné, que je n'aurais pas touché autrement. Fait que c'est vraiment, je suis content d'avoir eu cette idée-là il y a 12 ans. J'aimerais te lancer déjà une nouvelle invitation, si ça t'intéresse, Alexandre, parce que j'ai appris à te découvrir avec cet entretien-là, ce premier entretien, mais la formation que tu vas donner va faire découvrir aux gens les 4 types d'illumination et comment vivre chacune d'entre elles. Et ça m'intéresse beaucoup. Alors, j'aimerais ça que tu reviennes avant le mois de mai pour nous parler un peu de ces types d'illumination-là, si ça t'intéresse. Et on va plonger au cœur du sujet parce que je trouve ça intéressant comme formation. Donc, on invite les gens à participer à cette formation-là, mais peut-être quelques semaines avant que cette date-là arrive, venir nous en parler davantage. Comme ça, les gens vont être familiers avec toi. On a un peu ton parcours. Alors, on peut maintenant travailler sur soi, là. Ben, ça serait génial parce que ce serait la première fois dans l'histoire qu'un être humain parle des 4 types d'illumination à la même place, dans le même événement. Fait que si c'est à Radio Unicité, ça va être génial. Parce que les gens parlent tout le temps de juste une, puis ils disent c'est la vraie, la seule. Là, mais fait que c'est ça, ça serait la première fois qu'on couvre les 4. Je trouve ça intéressant, puis nos auditeurs sont très allumés, sont prêts à être illuminés. Donc, en tout cas, moi, je le suis. Oui, ouais, toi, tu es illuminé pas mal, on le sait. Donc, les détails quand même, Sylvain Sly, là, pour le 12 mai, tu as tout ça devant toi, je les ai, moi, là, c'est de quoi, là. Vas-y donc. Alors, le 12 mai, à Sainte-Thérèse, la salle Jean-Michel Bergaud. Si vous voulez les informations, bien sûr, il y a le site de alexandrenado.com pour aller déjà réserver votre place pour ceux qui le connaissaient déjà. Puis sinon, on va te recevoir à nouveau et vous reparler de cet événement-là qui va avoir lieu aussi en live sur le web. Et réservé dès maintenant parce qu'il n'y a que 500 places de disponibles en personne. Alors, si vous voulez être sûr d'avoir votre place, parce que ça se vend déjà très rapidement, alors bookez votre place en personne. On a des auditeurs, Alexandre, de partout dans le monde, puisqu'on est sur le web. Donc, s'il y a des gens en France, s'il y a des gens en Belgique qui veulent participer à cette formation-là, est-ce qu'ils le peuvent? Oui, exactement. Nous, on loue cette salle-là spécifiquement parce qu'on la teste depuis 2 ans. La vitesse d'Internet est très bonne, fait qu'on peut tout transmettre en temps réel. Les gens qui sont en ligne, en gros, ils vont être invités dans un groupe Facebook privé. Il va y avoir une diffusion en temps réel de l'événement. Les gens vont pratiquer, parce que ça fait 2 ans qu'on améliore ça. Les gens pratiquent les exercices entre eux à travers Vidéo Messenger ou Zoom ou peu importe, pendant que les gens en salle pratiquent les exercices entre eux. Donc, ils se forment des équipes aussi en ligne. Les gens vivent sensiblement la même expérience, mais en virtuel. Puis à la fin de la formation, si les gens ne pouvaient pas cette date-là, ils vont avoir accès à la rediffusion autant dans le groupe Facebook que dans une plateforme avec un compte, un mot de passe, etc. Merveilleux. C'est génial. Donc, 2 possibilités, soit en personne ou en ligne pour cette merveilleuse formation. Je répète le lien pour réserver. En fait, on va sur alexandrenado.com et le payer ce que vous voulez est très bien indiqué en haut de la page et vous pouvez parcourir le reste de son univers. C'est vraiment fascinant. C'est très large, la croissance personnelle, la PNL, etc. et tous les programmes que tu as développés. Donc, j'espère que ça va être le début d'une belle collaboration parce qu'on peut couvrir plein de sujets avec tes 27 ans d'expérience dans ce domaine-là. Ça a été fascinant de t'apprendre d'apprendre à te connaître et je te remercie beaucoup pour ton temps. Hein, Sandra, on a débordé comme d'habitude. Quand on a des invités passionnants, on déborde. Et là, j'ai pris cette habitude-là parce que moi, je suis un gars de musique. Hein, je suis dans l'industrie musicale depuis plus de 30 ans. Et l'univers musical de mes invités, ça m'intéresse, ça me passionne. Qu'est-ce qu'Alexandre Nadeau aime écouter?
Ben, j'écoute beaucoup de blues et de vieux, ben, pas nécessairement du vieux rock, mais tous les types de musique qui ont de la guitare électrique, que je dirais, qui réussit à nous faire vibrer. C'est à 7 ans que j'ai commencé à être attiré par la guitare électrique. J'en joue un peu, j'en ai à la maison, j'en ai écouté trop. Donc, c'est sûr que dans le blues, en studio, c'est un peu moins ça, mais en spectacle live, il y a souvent des improvisations, des solos improvisés ou des échanges de solos entre plusieurs guitaristes. Fait que moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ça parce que chacun doit être très présent à l'autre, entendre ce qui se passe, sentir l'atmosphère pour que ce qui joue soit vraiment aligné avec l'ensemble. Fait que pour moi, c'est une communication humaine vraiment ou une union ou une communion qui doit se faire quand les musiciens sont bons, honnêtement, évidemment. C'est quelque chose qui me fascine. C'est ça que je fais dans mon métier aussi, mais là, c'est à travers la musique. Qu'est-ce que tu pourrais nous faire entendre qui ressemble à ce que tu écoutes? Ben, il y a un guitariste que certains connaissent qui s'appelle Stevie Ray Vaughan, qui est, selon même d'autres grands guitaristes comme Eric Clapton, qui est à un niveau différent ou supérieur, ou en tout cas dans une autre catégorie à part. Donc, il y a la chanson Tin Pan Alley, qui est qu'on appelle un slow blues avec aucune distorsion sur la guitare, qui permet de jouer différemment. Je ne veux pas expliquer la guitare, mais en tout cas. Fait que ça, c'est un morceau que je trouve intéressant, puis qu'il y a des idées intéressantes à exprimer à travers la guitare pendant 9 minutes. Déjà, c'est impressionnant parce que les guitaristes, souvent, après 15 secondes, ben, ils n'ont plus rien à dire sur leur guitare. Fait que ça, je trouve ça fascinant. On va se laisser transporter dans ton univers musical avec cette pièce de blues-là. Et il n'y a qu'à Radio Unicité qu'on joue une pièce de 9 minutes parce que c'est pas commun dans les radios traditionnelles. Merci infiniment pour ton temps. Ça a été très agréable d'être en ta compagnie. On se donne un prochain rendez-vous parce que c'est vraiment intéressant et important, je trouve, d'évoluer en conscience, de faire des changements dans nos vies. Et toi, ben, tes preuves sont faites. Alors, on est choyés de t'avoir avec nous. Merveilleux. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Bye.